Bonjour à tous, troisième volet de la série d'interviews vidéo passionnés diffusée sur mysefia.com. Le principe, un dirigeant de l'agroalimentaire se raconte autrement à travers les passions qui l'animent. Et le dirigeant que nous recevons aujourd'hui, c'est Loïc Hénaf. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc, tu diriges le groupe Jean Hénaf depuis 2010, tu en es le PDG depuis avril 2021. Le groupe Jean Hénaf, c'est un groupe familial créé en 1907 dans le Finistère, implanté aujourd'hui en Bretagne et dans la Drôme. Un groupe de PME collaboratif, plus de 280 salariés et un produit star, le pâté Hénaf. Et des rillettes, des terrines, des tartinables, des saucisses fraîches, des charcuteries bio traditionnelles et des produits à base d'algues, des produits de gastronomie créative. Loïc, tu es aussi conseiller régional de Bretagne, on va y revenir. Nous sommes aujourd'hui dans le port de Rosmer à Douarnenez sur un bateau, et pas n'importe quel bateau, la vedette de la SNSM. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que je pense que c'est original, qu'il fait beau aujourd'hui et qu'on s'y sent bien. Et je m'y sens bien aussi parce que je fais partie de l'équipage de cette vedette depuis plus de 10 ans, comme plongeur, et c'est aussi une partie de ma vie. Voilà, c'est un clin d'œil. La SNSM, quelques mots, que veut dire l'acronyme? C'est les pompiers de la mer, c'est ça? C'est exactement ça, c'est la Société nationale de sauvetage en mer. On s'occupe essentiellement des personnes, un peu moins des biens. La priorité, c'est le sauvetage en mer des personnes. Voilà, c'est du 100% bénévole. Et ce sont des stations disséminées tout le long du littoral, armées par des littoraux, par des gens de la côte qui connaissent leur coin et qui veulent bien donner un petit peu de leur temps pour apporter un peu de leurs compétences et de leur engagement. De l'engagement, de la solidarité. Quelques mots finalement sur ce qui t'a amené à devenir secouriste et notamment une passion, c'est la plongée sous-marine. Ouais, j'aime bien dire que j'ai pas fait foot ou basket, moi j'ai fait plonger tout petit, vraiment jeune, et en faisant de la chasse sous-marine, puis de la plongée sous-marine. J'étais jeune moniteur de plongée et je me suis impliqué beaucoup dans l'associatif de la plongée. Et à un moment donné, voilà, la page s'est tournée. Et c'est tout simplement le président de la station qui m'a demandé de venir pour constituer avec un ami un binôme de plongeurs sur les deux équipages. J'ai pas su dire non, j'ai pas eu envie de dire non, et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu as des souvenirs d'intervention ou avec l'équipage à partager avec nous? Déjà, le bon point, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs d'équipage, parce que c'est d'abord un équipage, c'est une équipe, une asso, etc. Et des gens formidables, et puis on passe des bons moments ensemble, donc c'est important. J'ai la chance de ne pas avoir de souvenirs tragiques, donc pour le moment c'est très bien. Et puis oui, aussi des souvenirs d'interventions tout à fait anodines et d'autres un petit peu plus sportives et certaines un peu compliquées. La SNSM, c'est emblématique en Bretagne. Le nom de la vedette, Pen Sardine, est aussi évocateur. Ouais. En français, ça veut dire bien les têtes de sardines. C'est évocateur par rapport à ces femmes qui œuvraient dans les sardineries et qui, en 1924-1925, ont fait grève. Mais comme le soulignait l'universitaire Jean-Michel Le Boulanger, qui fut également conseiller régional de Bretagne, au-delà de toute considération sociale, il écrivait « Cette prise de parole est avant tout la conquête d'une dignité ». Oui, alors c'est difficile d'en parler, moi qui suis dirigeant d'entreprise, voilà, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que on est à un autre temps, on est il y a un siècle, à une époque où les femmes n'avaient pas encore n'avaient pas de droit de vote. Ce sont les Bretons au sens large qui s'émancipent, ce sont les Bretonnes bien évidemment, ce sont les classes populaires qui défendent leurs intérêts, et à juste titre face à certains qui défendaient leurs intérêts de façon assez égoïste. Quand même, faut le regarder avec les yeux d'aujourd'hui. C'est un mouvement emblématique. Cette période de l'après-guerre est aussi emblématique pour la prise de conscience de la culture et de l'identité bretonne. Aussi, c'est vrai, on s'est créé notre identité bretonne en parallèle de la création du récit national français à la fin du 19e siècle. Et après la Première Guerre mondiale, les Bretons ont découvert qu'ils étaient et français et aussi bretons parce qu'ils étaient français, parce qu'on les a amenés à aller se battre sur le front. Et donc on a l'impression que tout ça c'est évident, mais non, ça s'est construit patiemment, pierre après pierre, malheureusement guerre après guerre. Et c'est notre histoire. Une des analyses de cet engagement, c'est aussi la volonté de vivre et de travailler au pays. Oui. Ça te parle? Ça me parle beaucoup parce que, ça me parle à titre personnel. J'ai choisi de vivre ici avec mon épouse et
et d'y élever nos enfants. Enfin, voilà, Ici à Douarnenez. On a choisi ici Douarnenez. On avait travaillé à l'étranger quelques années tous les deux, donc voilà, on a choisi de revenir ici. Et puis c'est aussi, alors c'est ma famille, mais c'est aussi mon arrière-grand-père Jean Hénaf qui a créé l'entreprise Jean Hénaf, disait-il à l'époque, en 1907, pour apporter un peu de prospérité au territoire à Poulrosic. C'est quelque chose qui nous anime toujours, enrichi aujourd'hui parce qu'on est au XXIe siècle, il y a d'autres enjeux. Mais c'est quelque chose qui nous anime toujours et j'aime bien aussi dire que ça nous donne ce startigène, quoi, cette énergie pour continuer tout simplement. Tout à l'heure, je citais Jean-Michel le boulanger. C'est le trait d'union entre ta vie de chef d'entreprise et ton engagement d'élu régional? Jean-Michel le boulanger? C'est un trait d'union, ouais. C'est amusant parce que on se connaît bien et j'ai eu la chance de lui succéder ici à Douarnenez comme président des Fêtes Maritimes. Et effectivement, ça fait partie des quelques personnes, ils ne sont pas très nombreux, qui m'ont ouvert un peu les yeux sur on va dire, on va appeler ça la chose politique, même si c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement au sens des partis. C'est pas mes engagements, c'est pas mon histoire, c'est trop tard. Et je fais partie des quelques personnes qui m'ont convaincu de rejoindre Loïc Chédé-Girard et de faire ce pas. D'un autre côté, j'y voyais quand même un prolongement avec ce que j'ai fait pendant quelques années dans Produits en Bretagne, en présidant l'association, puis en étant très actif depuis 15 ans et même quasi depuis son origine, puisque j'ai vu la création de l'association quand j'étais étudiant. Donc, je suis un peu né dedans et en fait, c'est sans être un prolongement, c'est une suite qui n'est pas illogique. D'autant plus que on m'a demandé, enfin Loïc Chédé-Girard m'a demandé de travailler sur des sujets particulièrement précis, le fret, parce que j'ai fait avec l'entreprise et mon père, on a fait des choses sur la logistique, sur les relocalisations, parce que c'est quelque chose que je crois que je vibre bien et qui me fait me lever le matin et qui est aussi dans le prolongement naturel là, de l'action de Produits en Bretagne et de travaux qu'on a menés. En chiffres, c'est plus de 100 000 emplois, quoi. C'est 100 à 130 000 emplois potentiels. Qui pourraient être potentiels créés, si on achetait plus localement. Alors il y a l'achat du consommateur, là il s'agit des entreprises en B2B. Donc ce qui est à dire, on éradiquerait le chômage, ou en tout cas, oui, on parle de ça. Et on parle particulièrement, prenons l'industrie agroalimentaire, du sourcing pour les équipements, les procédés. C'est ça, en fait, une entreprise, grosso modo, à l'exception de son résultat et de sa trésorerie, elle achète autant qu'elle vend. Ouais. Donc elle achète de la main-d'œuvre, elle achète de la compétence, mais elle achète aussi des matières, elle achète des compétences avec ses commissaires aux comptes, consultants, fournisseurs de services et autres. Et bien souvent, parce que malheureusement c'est le cas, je sais que les Bretons sont attachés à acheter en Bretagne, mais c'est pas toujours une politique déployée, mesurée, avec des indicateurs, des axes d'amélioration annuels, etc. Et en conscience, et des fois on fait par habitude, parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, il y a 1000 raisons de pas forcément se reposer des questions sur son sourcing. Tout notre enjeu, c'est de reposer les politiques achats des entreprises à l'aune d'une nécessité d'un territoire vif, musclé, notamment industriellement, qui construit son avenir et qui ne subit pas. Vu des autres régions, ce discours, il pourrait paraître un peu compétitif. Comment tu l'envisages justement ? Alors il l'est. Eh ouais, il l'est. Il faut assumer que moi je préfère être dans une région musclée plutôt que dans une région faiblarde. Donc j'ai de l'ambition pour la Bretagne à ce sujet. Mais pas pour faire souffrir les autres, pour que tout ça soit un corps qui soit la France, qui soit fort et solide. Avec des spécialisations en fait. Voilà, mais pas pour taper sur l'autre, hein, pour tenir droit, parce que quand on est fort et solide, on tient droit. Et dans une Europe elle-même, et dans une famille forte et solide, qui construit un avenir à ses enfants, qui protège ses plus fragiles. Enfin, c'est tout ça qui va avec. C'est l'équilibre de la société qui est en jeu. Et donc l'industrie a besoin d'être stimulé par les achats locaux. Et donc nous, on pense que cette localisation par les achats, c'est l'élément clé. Tu as parlé de Produits en Bretagne, tu en as été le président pendant 2 mandats, de 2016 à 2022. L'un de tes chevaux de bataille, c'était la RSE, oui. La responsabilité sociétale des entreprises, à travers le dispositif Bretagne 26 000. Pourquoi c'était important d'engager ce mouvement ? Parce que le discours de Produits en Bretagne, tel qu'on l'a imaginé à son origine il y a 30 ans, était très pertinent
Mais on est maintenant en 2023, au 21e siècle, il y a d'autres enjeux que l'économique. Les entreprises doivent aussi s'intéresser, s'impliquer, être responsables et seront tenues responsables de leurs impacts sociaux et environnementaux. Et donc elles doivent aussi se muscler sur ces affaires-là. Et donc l'enjeu, c'était de maintenir le cœur de Produits en Bretagne, l'emploi, la solidarité, tout un tas de choses formidables auxquelles on croit très très fort, mais encore une fois de muscler les aspects sociaux et de muscler les aspects environnementaux. Et donc la bonne façon de faire, c'était d'aller s'inspirer de la norme ISO 26000, qui est la norme internationale, et de regarder dans le champ d'action de Produits en Bretagne si on n'avait pas des trous dans la raquette, tout simplement. Est-ce qu'on n'ignorait pas, par méconnaissance, pas par refus, certaines choses. Et oui, il y avait certaines petites choses. Donc on a musclé les conditions d'adhésion à Produits en Bretagne. Ah oui. Donc c'est plus difficile de rentrer dans Produits en Bretagne aujourd'hui. Il faut faire preuve d'un certain nombre de choses. On a appelé ça Horizon 26000. Et puis derrière, on a même créé un label RSE, Bretagne 26000, qui est équivalent à un label RSE ISO 26000 français, type Lucie, engagé RSE de l'AFNOR, PME+, de la FEV, équivalent, et qui prouve en plus que les entreprises ont un attachement prouvé, démontré, avec des résultats à la Bretagne. Produits en Bretagne qui, lors de sa dernière assemblée générale, a enregistré plus de 500 membres, donc un effectif en progression. La démarche dont tu as parlé, c'est aussi une démarche que tu as initiée et qui a construit le groupe Jean Hénaf. Oui, progressivement. Alors, on avait des bases très très solides. Et puis quand est arrivée la RSE de façon un petit peu plus théorique, et pratique pour les entreprises, la création de l'ISO 26000 et même les ODD en 2015, tout ça, ça s'est enrichi. Et j'ai souhaité qu'on fasse aussi la même chose dans l'entreprise Hénaf. On a une démarche qui est très adaptée à ce que l'on fait, qui on est, etc. Et qu'on a décidé nous-mêmes, puisque avec quelques parties prenantes, mais nous-mêmes, on n'est pas la multitude de Produits en Bretagne. Donc ça s'appelle Bigoud 2030 et c'est une démarche responsable à impact positif. D'accord. Et alors, Jean Hénaf, justement, une longue histoire. Je crois que l'entreprise va fêter ses 115 ans cette année. Oui, bon calcul. C'est ça. Au tout début, le créateur, Jean Hénaf, était dans les légumes. Il a fait le choix d'aller vers la conserverie donc de charcuterie, ouais, de porc, de viande. Aujourd'hui, rééquilibrage un peu inverse. On remet du végétal avec les algues, avec les tartinables. Oui et non, parce que alors oui, parce que c'est ce qu'on constate. Non, parce que c'est aussi les aléas des marchés. On n'a pas arrêté le légume parce qu'on voulait. On a arrêté le légume parce qu'on a été foutu dehors par nos concurrents qui étaient plus gros, plus performants, etc. Et qui est pas forcément breton d'ailleurs. Donc c'est aussi 115 ans de succès et d'échecs, voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire technique autour de la conserve, plutôt solide, puisqu'on fait même des plats pour la Station Spatiale Internationale, toujours, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a vu les photos de Thomas Pesquet, effectivement. Voilà, et nos produits, donc on sait faire ça, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais voilà, on a une maîtrise technique. Et cette maîtrise technique nous a amené à devenir leader des pâtés et rillettes en conserve à marque en France, il y a déjà bien longtemps. Voilà, c'est un marché qui n'est pas un marché extraordinairement dynamique, un marché plutôt stable. Et donc il faut qu'on cherche d'autres choses. Mais autour de ça, c'est créer la marque, petit à petit. Et cette marque, c'est la convivialité, c'est le plaisir de partager des bons moments autour de quelque chose à tartiner, et on n'a pas dit pâté quand on a dit ça. Et donc tartinable de légumes, c'est évident, les produits à la mode, les produits du moment, donc plus de légumineuses, de la courgette, du butternut et aussi des algues, parce que c'est chez nous, c'est ici, c'est notre gastronomie. Donc tout ça, ça fait sens. Si on revient à ce qui t'a forgé, est-ce que tes engagements, par exemple à SNSM, ont pu nourrir justement ton expérience ? À la SNSM, peut-être pas, même si j'apprends toujours plein de choses. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis un petit poil, j'ai été moniteur de plongée jeune. Et c'est un long processus, ça dure plusieurs années. J'ai fait mon service militaire dans la marine à cette époque-là. Donc voilà, j'étais en formation. T'avais 20 ans, c'est ça? Ouais, mais j'étais étudiant, jeune militaire, une vingtaine d'années. Le week-end, je faisais de la plongée. J'étais toujours en cours, en formation, etc. Donc c'est sûr que ça fait partie de moi, forcément. Et donc ça m'a appris, mais sans que je m'en rende compte, à prendre des responsabilités. On m'a confié jeune des responsabilités.
J'ai été jeune président du club Le Plongée local, très jeune. D'accord. Ça veut dire que c'est toi qui donnais le go quand on était une équipe de plongeurs à 24 ans, je sortais un bateau de 20 personnes et j'organisais la plongée pour la demi-journée ou la journée. En soi, c'est pas extraordinaire. Pour moi, ça l'a été, puisque ça m'a appris à assumer ses responsabilités. J'ai dû y prendre un petit peu goût, forcément. Je devais pas être très mauvais non plus, puisque ça a continué. Et quels sont tes premiers souvenirs dans l'entreprise? Qu'est-ce qui t'a finalement amené à avoir tous ces engagements et puis finalement de venir à la tête de l'entreprise en 2010? Moi, j'ai du mal à concevoir une vie totalement dédiée à quelque chose. Voilà. Je pense pas que je sois touche à tout. C'est pas ça. Je crois que mon père m'a transmis une curiosité folle. Et donc, d'ailleurs, je le taquine régulièrement parce qu'il a presque une petite tic de langage. Il dit ça m'intéresse, mais c'est vrai, je sais que tout l'intéresse et moi aussi ça m'intéresse. Mais le fait d'avoir dit ça, je pense que ça m'éveille, ça m'a dû m'éveiller au fait qu'on peut s'intéresser un peu à tout. Donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'aurais pas assez d'une vie, juste pour lire, découvrir, voir, tout ça, comprendre. Je fais d'autres choses. J'ai jamais caché que je faisais d'autres choses. Je suis pas passif non plus, hein. Je reste pas à glandouiller bien longtemps. Parce que bon, quand on voit tous ces engagements, allez, pour parler un peu simplement, on se demande à quoi tu carbures. Est-ce que tu as un petit secret? Est-ce que c'est dans les produits oui, c'est le pâté. Non, ma potion magique, c'est peut-être le pâté là. Non, ma potion magique, c'est la curiosité, puis les contacts humains, passer des moments intéressants, sympathiques, etc. Et compenser aussi peut-être. Avoir des moments difficiles et puis des moments sympas pour équilibrer. Moi, c'est pas du tout canapé télé. Moi, c'est s'il y a une intervention SNSM, ça me réveille. Merci Loïc pour ce moment sympathique. Tu nous as livré quelques éléments qui permettent de mieux te connaître, de mieux connaître les valeurs qui t'animent. Et quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous pour une prochaine interview vidéo passionnée sur mysafia.com.